C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette manifestation à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour protester contre la frappe de drone qui a causé la mort de 2 civils et une humanitaire française. Les réactions à Goma et à Kinshasa, où les humanitaires sont sous le choc. La ville d'Akobo, de nouveau sous le contrôle de l'armée du Soudan du Sud. Le gouvernement avait appelé les populations et les ONG à quitter les lieux avant de donner l'assaut. Ils sont désormais appelés à revenir. Les détails à suivre. Et puis le Ramadan et le Carême en même temps cette année. Au Sénégal, c'est l'occasion pour les musulmans et les chrétiens de partager davantage de traditions et de fraternité. La cohésion entre les deux religions est réputée dans le pays. Reportage à suivre. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour protester contre la frappe de drone qui a causé la mort de 2 civils et d'une humanitaire française. Cette manifestation était l'occasion pour la population d'appeler la communauté internationale à s'engager davantage dans la paix. Écoutez ces réactions. Nous protestons aujourd'hui parce que nous voyons les bombardements de civils, la mort de citoyens, des mères et des pères de famille. Ils détruisent des maisons et des équipements qui n'ont rien à voir avec l'armée. Nous, les civils, on a très peur de ces bombardements sur Goma. Nous marchons pour dire à la communauté internationale que nous voulons la paix. Nous voulons que notre gouvernement négocie, s'il le peut, pour arrêter les attaques sur les quartiers de civils. Nous voulons dire au monde que Goma ne veut que la paix. Aucune logique militaire ne peut justifier des attaques par drones kamikazes qui exposent délibérément les populations civiles à la mort et à la terreur. La société civile plurielle lance les appels suivants. Au gouvernement de Kinshasa de cesser immédiatement les bombardements par drone kamikazes dans les zones habitées et de respecter strictement les obligations internationales relatives à la protection des civils et du personnel humanitaire. Et au lendemain de la mort de l'employée française de l'UNICEF, Karine Buissé, la communauté humanitaire est sous le choc. Un drame qui repose la question de l'accès humanitaire et la sécurité du personnel dans l'est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Les humanitaires ne doivent jamais être pris pour cible. C'est le message que veulent faire passer les organisations internationales au lendemain de la mort de Karine Buissé, tuée dans une frappe de drone à Goma. L'UNICEF en RDC, pour qui Karine Buissé était en mission, s'est dit dévasté. Le CICR, lui, s'est dit profondément choqué car ce décès tragique illustre une nouvelle fois la dégradation des conditions de travail des agents humanitaires dans certaines parties de la RDC, où les affrontements se poursuivent. Dans l'est du pays, les incidents se multiplient. Fin février, c'est un convoi de MSF qui a été attaqué par des hommes armés. L'accès à certaines zones devient difficile, voire impossible. Résultat, les opérations d'aide aux populations sont ralenties. C'est le deuxième travailleur humanitaire tué en République démocratique du Congo cette année et nous ne sommes malheureusement qu'au début du mois de mars. Depuis janvier, au moins 92 incidents affectant des travailleurs humanitaires ont été signalés à travers le pays. L'an dernier, plus de 650 incidents de ce type ont été enregistrés. 13 travailleurs humanitaires ont été tués, 41 blessés. Le personnel humanitaire ne doit jamais être pris pour cible. C'est le droit international. Ce n'est pas sujet à débat ni à négociation. Cela doit être respecté. Les organisations internationales rappellent que les attaques contre le personnel des Nations Unies pourraient constituer des crimes de guerre. Alors pour cette frappe de drone à Goma, le gouvernement congolais a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les Nations Unies appellent à une enquête rapide, crédible et indépendante afin d'identifier les responsables de cette frappe de drone et les traduire en justice. Au Soudan du Sud, l'armée a annoncé la reprise de la ville d'Akobo. La semaine dernière, elle avait appelé la population et les ONG à quitter les lieux avant de donner l'assaut. Ce jeudi, elle appelle ces populations ainsi que les ONG à revenir. Laurent Berstécher. Il y a une semaine, les autorités sud-soudanaises avaient sommé les ONG de quitter la ville d'Akobo, contrôlée par l'opposition, en amont d'un assaut imminent de l'armée. Elles affirment aujourd'hui avoir repris la ville et demandent aux organisations humanitaires de revenir.
Toutes les agences humanitaires qui se sont retirées de la ville d'Akobo avant sa capture sont aujourd'hui invitées à reprendre leurs activités. Akobo et ses environs sont désormais sécurisés. Depuis la mi-décembre et l'effondrement d'un accord de partage de pouvoir entre le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar, les hostilités ont repris au Soudan du Sud. Ces derniers mois, plus de 200 000 personnes ont été déplacées par les combats dans la seule zone d'Akobo et sont dans un besoin urgent d'aide humanitaire. Une situation de crise exacerbée par le délabrement quasi total du système de santé. L'hôpital militaire à Djouba, financé en grande partie par des bailleurs étrangers, est l'un des rares à encore prodiguer des soins. Dans cette aile gérée par le Comité international de la Croix-Rouge, on ne s'occupe plus que des blessés par balles, qui ne cessent d'affluer depuis la reprise des combats. Après avoir été soignés, de nombreux patients repartent pour aller se battre ou se venger. Et ils sont blessés à nouveau. J'ai un patient qui est revenu 4 fois à l'hôpital. Selon les Nations Unies, le Soudan du Sud se trouve aujourd'hui au bord d'une nouvelle guerre civile, 8 ans après la fin du précédent conflit, qui avait fait plus de 400 000 morts. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la visite de 2 jours du chef de la diplomatie française en Centrafrique, Jean-Noël Barrot, rencontrera vendredi le président Faustin Archange Touadéra. Une première depuis 7 ans. Ce déplacement s'inscrit dans la relance des relations bilatérales fortement dégradées depuis le renforcement de l'influence de la Russie. Ces tensions à la frontière entre le Libéria et la Guinée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances d'un incident impliquant des échanges de tirs mercredi à la frontière. Un citoyen libérien a été blessé lors de cet incident. Le gouvernement du Libéria a appelé ce jeudi sa population à rester calme et à éviter une escalade. 4 nouvelles personnes expulsées par les États-Unis sont arrivées en Eswatini, petit royaume enclavé d'Afrique australe. Des arrivées dans le cadre d'un programme américain visant à expulser des migrants illégaux vers un pays tiers. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a voté une loi qui double les peines réprimant les relations homosexuelles. Elles sont désormais punies de 5 à 10 ans de prison selon le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Cette nouvelle législation bafoue les droits humains. La nomination de la Britannique Sarah Mullally comme première femme archevêque de Canterbury ne fait pas l'unanimité chez les anglicans au Nigeria. Des membres d'un courant conservateur de l'Église se sont réunis à Abuja pour annoncer la création d'un conseil anglican mondial défiant directement l'autorité de l'Église. Laurent Berstécher. En octobre dernier, la nomination de Sarah Mullally comme première femme archevêque de Canterbury était acclamée à travers le monde et brandie comme preuve de l'ouverture d'esprit de l'Église anglicane. Mais au sein même du clergé, la décision ne fait pas l'unanimité. La semaine dernière, un important regroupement d'églises conservatrices, notamment africaines, asiatiques et sud-américaines, s'est réuni à Abuja pour nommer son propre dirigeant, le Rwandais Laurent Mbanda, remettant directement en cause l'autorité de l'Église. Estimant que les instruments de communion actuels ne répondent plus aux besoins de la majorité des anglicans à travers le monde, je suis heureux d'annoncer que l'archevêque Laurent Mbanda a été élu à l'unanimité président du Conseil anglican mondial. Ce groupe, la Conférence pour le futur anglican global, ou GAFCON, dénonce depuis 2008 le virage libéral opéré par l'Église anglicane. Il se réclame d'un modèle plus conservateur, exigeant notamment un épiscopat exclusivement masculin. Et s'il affirme demeurer sous l'égide de l'Église mère basée en Angleterre, il a pourtant créé son propre conseil anglican mondial en opposition à l'archevêque de Canterbury. GAFCON ne doit pas être perçu comme une simple scission ou une rébellion. Nous représentons la majorité de la communauté anglicane mondiale. Il n'est pas logique qu'une vingtaine de personnes basées au Royaume-Uni et sans consulter le Sud global puissent nommer le dirigeant de l'Église anglicane. Avec 18 millions de fidèles, le Nigeria compte la 2e plus importante communauté anglicane au monde, derrière le Royaume-Uni. Cela ne nous a pas échappé, le Ramadan et le Carême se déroulent cette année à la même période
Au Sénégal, ce jeune musulman et chrétien met en lumière le vivre ensemble légendaire du pays. Sur l'île de Fadiout, à environ 120 km au sud de Dakar, il n'est pas rare que des membres d'une même famille appartiennent à différentes confessions. Reportage d'Aminatou Diallo et Sarah Sakou. Bientôt l'heure de rompre le jeûne pour Mas, dans la cour familiale sur l'île de Fadiout, au sud-est de Dakar. Mas est musulman comme son père, mais il a grandi dans la famille catholique de sa mère. Je vois que tu n'es pas allé à la messe aujourd'hui. Cette année, tous ont jeûné ensemble. Cette double appartenance religieuse n'a jamais été source de tension dans la famille. Je pratique ma religion et eux aussi. Ils m'encouragent même à aller à la mosquée le vendredi. Ce temps de jeûne avec ma famille chrétienne et moi musulman, c'est vraiment très bien. Une entente qui se vit au quotidien sur l'île. À l'heure de la grande prière du vendredi à la mosquée, le sermon porte justement sur la tolérance. Il a été dit, le jeûne du mois de Ramadan a été instauré à vous les musulmans, comme il a été instauré à des religions antérieures à vous. Dieu n'est pas pour une seule communauté, Dieu n'est pas pour un seul individu, Dieu est pour tout le monde. Quelques rues plus loin, les fidèles catholiques se retrouvent pour le chemin de croix. En ce temps de carême, ils vivent aussi une période de recueillement. Ce temps de carême, ce temps de Ramadan est une occasion favorable qui rappelle au monde que nous devons nous arrêter. Nous arrêter pour nous vider de nos égoïsmes, de nos intérêts personnels, pour essayer de nous remplir de l'essentiel. Et je crois que cet essentiel, c'est l'amour. Pour le chef du village, cette harmonie s'explique aussi par les liens forts qui unissent les familles. On était une famille très restreinte. La religion est arrivée, la religion ne fera quand même qu'enfoncer quand même les relations qu'on avait. C'est que nous avons trouvé ici qu'on le nourrisse. Nous n'avons pas le droit quand même de le détruire. Symbole de ce vivre ensemble, à Fadiout, chrétiens et musulmans reposent côte à côte. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.